Bonjour Xavier Leblanc. Bonjour Cédric. Vous êtes le délégué général de Prime Finance. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. On l'a vu en parlant de bon grain, les matières premières continuent de préoccuper les investisseurs. On a entendu un gros mot selon certains, un mot rassurant selon d'autres. C'est Ben Bernanke, le patron de la Fed, qui n'exclut pas, s'il y avait besoin, peut-être de revenir avec un nouveau quantitative easing. Et du coup, chaque fois qu'on a parlé de quantitative easing jusqu'à présent, on a fait rimer cela avec une flambée des matières premières. Est-ce qu'il faut redouter un tel mécanisme ? Alors le redouter, c'est difficile à dire dans le sens où est-ce que la hausse des prix des matières premières n'est pas tout simplement une adaptation à la situation économique, parce que il est vrai qu'on parle énormément de l'influence financière et en particulier de l'injection de monnaie qui a pu être faite dans le cadre des QE, mais également dans les soutiens européens à travers la dette qui a été significatif et donc mécaniquement qui a pu mettre de l'argent sur les marchés et faire monter le prix des matières premières. Mais il n'y a pas que ça, il faut bien se rendre compte qu'on a une demande structurelle mais également conjoncturelle qui vient des pays émergents, de la zone asiatique et qui est très importante et qui est bien présente et qui continue à augmenter un peu plus chaque année, en particulier sur le côté énergétique. On a une demande de pétrole qui est toujours très importante, qui continue à augmenter. On peine d'ailleurs à répondre à cette demande. On l'a vu avec l'intervention de l'AIE qui a débloqué les stocks stratégiques il y a quelques semaines. Ouais, et malgré tout, on reste effectivement à des niveaux très élevés, $117. Oui, alors il y a pas mal de commentaires en ce moment sur est-ce que c'était utile ou pas de débloquer ces stocks stratégiques. Les premiers constats, c'est qu'a priori sur le cours, ça n'a pas changé grand-chose, puisque même si ça a corrigé légèrement sur les premiers jours, au final, on se retrouve sur les mêmes niveaux. Il faut quand même bien se rendre compte que sur le moment, ça a permis de détendre sur le marché physique. Ça a permis de remettre un marché, enfin en tout cas un pétrole de qualité aux raffineurs, donc qui ont pu faire retourner les raffineries et proposer des produits raffinés au marché. Ça a quand même permis de détendre un petit peu le marché à court terme. On rappelle que effectivement avec la disparition du brut libyen notamment, ce n'est pas qu'une question de quantité, il y a aussi des questions de qualité et on ne fait pas ce qu'on veut avec tous les pétroles disponibles sur la planète. Tout à fait, parce qu'en particulier au niveau européen, on a des raffineries qui parfois ne sont pas adaptées du tout à des pétroles lourds. Donc le Brent est un pétrole qui est plutôt de bonne qualité, qu'on raffine relativement simplement. Et si les raffineries souhaitent passer sur d'autres types de pétrole, vous avez des périodes d'adaptation. Donc ça peut être long, ça peut être 3 semaines, ça peut être un mois. Et en effet, on constate qu'on a ce manque de pétrole libyen sur le marché et qu'on est incapable de le remplacer, tout simplement. Donc là, je dirais quantitative easing ou pas. Pour le moment, c'est la demande de pétrole à laquelle on a du mal à répondre, malgré l'augmentation de l'Arabie Saoudite, là, qui a à nouveau annoncé qu'il arriverait normalement à tenir leurs augmentations. Ils ne mettent pas à disposition un pétrole d'aussi bonne qualité qu'en Libye. Voilà, on remet les choses comme elles sont, avec cette spéculation qui n'explique pas tout à elle toute seule. Il y a aussi des fondamentaux. C'est le cas également sur d'autres matières premières. On a vu l'or notamment qui flambait. Alors bien sûr, il y avait cette aversion au risque des investisseurs qui a expliqué une bonne partie de la pression sur le métal fin, mais il y a aussi la demande chinoise, la demande indienne. Ah oui, absolument, parce que c'est vrai qu'on a essentiellement parlé de la crainte qu'on avait, donc purement psychologique, puisque on rappelle que l'or, il y a à peu près 10% qui est utilisé dans l'industrie, donc c'est pas une demande industrielle qui fait monter le cours de l'or. Il y a un stock d'or en plus à disposition qu'on pourra remettre sur le marché très rapidement. Mais on a effectivement une demande très importante en provenance de la Chine et de l'Inde, qui auparavant était plutôt saisonnière, et cette demande dorénavant est quasiment permanente. Et c'est là où on a un changement important. Et sans aucun doute, il y a également la problématique de l'inflation auquel nous, on n'est pas encore confrontés, qui viendra peut-être, mais en Chine et en Inde, on a une inflation importante, très significative, qui fait qu'aujourd'hui, les Indiens et les Chinois cherchent à se couvrir contre cette inflation, et traditionnellement, ils achètent de l'or, et là, ils en achètent de plus en plus. On a des chiffres qui sont absolument incroyables, puisque au mois de juin, en Inde, c'est quasiment 100% de plus que l'année dernière. Oui, c'est il y a de quoi faire tourner la tête. Je veux dire, les $1,600, ils ne viennent pas que des Européens qui auraient voulu mettre des lingots sous le matelas. Même à la rigueur, on pense qu'ils viennent pas beaucoup des Européens, parce que pour l'instant, si on regarde vraiment en détail, et les Européens, alors les Américains peut-être un peu plus, mais les Européens n'ont pas encore acheté beaucoup d'or, et en particulier les institutionnels ou les professionnels n'ont relativement peu acheté d'or pour le moment. Donc, ils pourraient arriver sur le marché, et là, vous pouvez avoir encore
des accélérations plus importantes que ce qu'on a connu. Pour terminer, en quelques secondes, un petit mot des matières premières agricoles. La saison est en train de toucher à sa fin, on va dire, pour les récoltes en France et dans notre zone au sens large. Est-ce que on a déjà un premier aperçu de ce que ça pourrait donner? Alors on n'est pas encore tout à fait dans les périodes de récolte, en tout cas dans l'hémisphère nord. Ouais. Donc pour l'instant on est plutôt dans la période où on a quand même battu le blé dans pas mal de régions françaises. Oui, mais pour l'instant on est plutôt sur des objectifs à août, septembre pour les récoltes, et on attend de savoir comment va se passer un petit peu la situation météo. Imaginons qu'on a des pluies absolument incroyables dans l'hémisphère nord. Là c'est plutôt l'inverse. Aux États-Unis on a des chaleurs caniculaires. On craint énormément pour la qualité et pour les rendements. D'accord. Si jamais les rendements de maïs... Donc il va falloir encore attendre un peu. Là, on est purement dans les anticipations de météo. Les matières premières agricoles sont quand même essentiellement dépendantes de la météorologie. Autant dire que c'est pas facile. Autant dire que faire des prévisions à plus de 3 semaines, c'est quand même extrêmement compliqué. Pour être très clair. Merci beaucoup Xavier Leblanc, délégué général de Prime Finance, et ce marché parisien qui reste bien